bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la LAN Broadcasting System et dans votre émission Le Monde de ce jour. L'Afrique, c'est un continent pratiquement meurtri depuis plus de 500 ans d'esclavage ou de traite. S'en sont suivis les impérialismes, surtout la colonisation. Une colonisation qui a justement agi dans ce continent comme un fer qui continue toujours d'être actuel. Mais aussi, actuellement, c'est un processus de décolonisation qui est lancé depuis les indépendances, mais le maître reste toujours là et l'Afrique reste comme l'élève. Aujourd'hui, la diaspora africaine, c'est-à-dire ces Africains qui sont allés en Occident, qui sont là-bas, qui y vivent, qui ont connu ces réalités, les principes, les fondamentaux de la colonisation, des impérialismes et les conséquences. Qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui dans le processus de la décolonisation actuelle de l'Afrique? Le mouvement La Convergence panafricaine en a fait un grand support pour pouvoir entraîner la diaspora, tout au moins amener la diaspora à s'impliquer massivement dans le processus de décolonisation de l'Afrique. Mais ce processus, il faut toujours le dire, est une équation très difficile à résoudre. Nous recevons une Africaine, une Camerounaise aujourd'hui, membre de la COPA, qui est née en, je peux dire, outre-mer, et qui est arrivée et a décidé de s'installer au Cameroun, au pays. Madame Tep Emilienne, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Doudi. Merci. Alors, vous allez vous approcher du micro et parler. Hein? Oui. Bonsoir, Madame Tep. Bonsoir, monsieur Madame Doudi. Tep Emilienne, voilà. Voilà. Alors, vous êtes membre de la COPA, c'est ça? Oui, membre, pas encore inscrite, mais Pas encore voilà, inscrite. je suis plutôt Alors, vous une êtes sympathisante. Sympathisante. Voilà. Comme ça, vous êtes sympathisante. Voilà, Et quelque part, vous n'êtes pas né au Cameroun, vous êtes né dans la outre-mer. Né à Paris, France, en métropole. En si on peut métropole. dire. Voilà, on appelle la métropole, Paris, en France. J'ai grandi, voilà, et j'y ai Vous grandi. connaissez bien la France. Oui, puisque j'y suis née. Voilà. Donc, Vous avez évolué. Vous avez Évolué. grandi. je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, mes parents y sont, mes frères y sont. Donc j'ai encore pas mal de monde, ma famille qui y vivent. Alors, je vais vous accueillir avec une actualité. Les gilets jaunes, ça vous dit quelque chose? Oh, bien sûr, je les ai laissés. Quelle lecture faites-vous? Ça veut dire qu'en France, ça peut aussi brûler, c'est ça? Mais bien sûr, c'est pas que ça peut bouger, ça bouge actuellement. Ça bouge Ça actuellement. bouge et ça brûle en même temps. Parce Et ça qu'ils brûle. mettent aussi le feu. Hein? Oui, ils mettent le feu. Parce qu'on croyait à un moment que le feu, ce n'est qu'en Afrique. Quoi, Ah non, dans mais les la pays France africains. est un pays, on a toujours un pays de révolutionnaires. On grève et on a toujours, quand les gens ne sont pas contents en France, ils grèvent. Ouais. Donc là, c'est une grève qui dure depuis plus longtemps, mais assez longtemps, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, la France. Mais a toujours- pourtant, dans les colonies françaises, la grève, c'est quelque chose qui est souvent une vue de l'esprit. On connaît ceux qui ont voulu gréver, les indépendantistes qui avaient leur vision, ils ont été matés, et ainsi de suite. C'est autre chose, malheureusement. C'est le pouvoir du colon sur le colonisé. On va en parler tout à l'heure. Alors, les gilets jaunes, qu'est-ce qui crée ça pour vous, vous qui avez grandi en France? Pourquoi on arrive à ce niveau? Le Parce que ça a mal-être, quand même duré, hein, cette fois-ci. ça dure, ça dure. Ça dure encore. Oui, ça dure encore. Qu'est-ce qui crée ce phénomène-là de revendication permanente de cette manière? C'est le mal-être, les gens sont... Il y a aussi le mal-être là-bas. Oui, bien sûr qu'il y a du mal-être. Bien sûr, il y a du mal-être. Les gens ne vivent plus comme ils vivaient avant. Les gens ont un minimum, ils n'ont même pas le minimum vital. Et aujourd'hui. non pas le minimum vital. Mais bien sûr, ils n'ont pas le minimum vital. Au niveau des soins, beaucoup de gens font l'impasse sur certains soins parce qu'aujourd'hui, ça coûte trop cher, même en France. Le pays, pourtant, où on dit qu'on peut se soigner à tout moment, qu'on a une super sécurité sociale, mais non. C'est sur le papier, hein, mais dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. D'où l'explosion, ce mouvement qui s'est créé tout doucement et qui aujourd'hui prend beaucoup Comment d'ampleur. concevoir qu'il y a le mal-être en France? Comment concevoir? Alors que la référence au niveau du Sud, les gens veulent aller là-bas, c'est le ciel, c'est l'Eldorado. Et vous dites qu'il y a le mal-être. Vous avez vécu là-bas.
J'ai vécu là-bas. Donc vous confirmez qu'il y a le mal-être? Bien sûr que je confirme, et je n'ai pas besoin de confirmer. Il y a la preuve. Vous avez la preuve. Vous parlez des gilets jaunes. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas en France. Si tout allait bien, il n'y aurait pas ces gilets jaunes. Donc il y a bien sûr un mal-être qui est existentiel, hein, qui dure depuis. Qui dure depuis? Ah mais bien sûr, qui dure. C'est pour ça que ça a explosé. Ça dure depuis. On le sentait venir. Ça a commencé par les banlieues, les banlieues qui s'enflammaient, des choses comme ça, pour aujourd'hui toucher maintenant des citoyens lambda. Hein. Maintenant, c'est tous citoyens qui sont touchés, parce qu'avant, on disait toujours que ce sont les jeunes des banlieues. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est... ça s'est déporté des banlieues vers les centres urbains. Le centre, et c'est le boulanger d'à côté, c'est le boucher, c'est la ménagère. Tout le monde y est touché. Toutes les catégories socio-professionnelles sont touchées. Alors, qui est Madame Ntep Emilienne? Madame Ntep Emilienne, c'est une femme d'une 50aine d'années, donc qui a, donc comme je dis, grandi, qui est née à Paris, qui a grandi à Paris, qui a fait sa vie à Paris, qui a décidé donc en 2017 de s'installer au Cameroun. Voilà. C'est vrai que j'ai vécu, je venais quand même en vacances quand j'étais plus jeune, et j'ai vécu de 81 à 86 au Cameroun. Je connais plus ou moins, on peut dire, le Cameroun. J'ai appris à aimer le Cameroun. Donc, ce qui fait que, donc en 2017, j'ai décidé de venir m'installer pour des raisons multiples, pour des maisons. Pour des raisons multiples. Oui. Vous quittez le ciel pour... vous quittez le ciel pour certains. On s'est dit là-bas c'est le ciel, ici c'est le sous-sol. Le sous-sol que moi j'aime. Hein. J'aime le sous-sol, moi. Moi, j'y me sens bien. Il y a des choses à apporter. Le sous-sol, c'est frais. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes, sous-sol. Moi, je n'ai pas de regrets. Je n'ai aucun regret. Chaque fois que je vais en France, je n'ai pas de regret. Vous n'avez pas de regret d'être venu m'installer au Cameroun? Au contraire, j'ai hâte. À chaque fois que je vais en France, j'ai hâte de rentrer. Pourquoi vous avez... C'est très intéressant. Pourquoi quand vous êtes en France, vous avez hâte de revenir? Pourquoi? Parce que je me sens plus, personnellement, moi, je me sens plus à ma place. Je ne sais pas. Je ne me sens plus, je me sens pas chez moi. Je me sens pas chez moi. Je me sens pas chez moi. Au Cameroun, je me sens vraiment chez moi. Alors, ça c'est... Quand vous le dites comme ça, il y a certains qui s'étonnent, les téléspectateurs qui nous regardent. J'imagine. Bon, ben voilà, si on prenait quelqu'un là, au pif, on le mettait à la Tour Eiffel, il serait en train de rêver, ne même plus remettre les pieds ici, là, et que vous dites le contraire. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens ont du mal, même dans mon entourage, à croire, Mais bon, ça a été difficile pour certaines personnes de mon entourage. Beaucoup ont cru que je ne tiendrais pas le coup, mais bon, ils ont vu que je tiens le coup, et en fait, eux aussi, ça leur donne envie aussi de se dire que bon, pourquoi pas. C'est possible. Quelles sont vos projections pour ici, là? Qu'est-ce que vous voulez faire au Cameroun? Les projections pour le Cameroun, j'ai tellement de projets, ça bouillonne dans ma tête. J'ai beaucoup de projets professionnels, personnels, qu'il faut que je canalise, et après, j'ai beaucoup de projets. Alors, vous êtes venu justement, vous allez revenir pour ces projets, puis on vous sent vouloir être en activité au Cameroun, que vous aimez très bien. Alors, la diaspora, on parle aujourd'hui de l'implication de la diaspora dans le processus de décolonisation totale de l'Afrique. Première chose, la diaspora que vous connaissez, comment elle se présente, puisque vous êtes né là-bas, donc vous connaissez très bien la diaspora camerounaise, principalement. Diaspora camerounaise. Comment elle perçoit l'Afrique ou le Cameroun, par exemple? Mais ils sont tous, on est tous nationalistes malgré tout, hein. Ouais. Même ceux qui sont nés là-bas, comme ceux qui y sont arrivés depuis pas mal d'années, on est tous nationalistes. On a la fibre patriotique du pays, et beaucoup veulent
changement. Donc maintenant, en matière de processus de décolonisation totale, voilà, oui. Total, c'est une autre histoire. Il y a des gens qui sont pour, des personnes qui sont pour, d'autres qui sont contre. Pourquoi c'est une autre histoire alors que le vrai problème c'est à ce niveau? Je pense que justement parce que les gens se focalisent sur les inégalités, bon, sur ce qu'ils vivent en France, et ils le répèrent. Ils font un parallèle avec le Cameroun, donc je pense qu'ils se disent qu'il faut d'abord couper la tête avant couper la tête de qui? Des dirigeants. Couper la tête des dirigeants. Voilà. Et si jamais ces dirigeants étaient des pions, bon, je ne dis pas qu'ils sont, je dis si jamais ils étaient des pions des colonisateurs pour continuer le processus, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils auraient coupé les têtes, ils vont voir la permanence de la colonisation au lieu de la décolonisation. Et s'ils comprennent vraiment la réalité... Non, il y en a beaucoup qui comprennent. Ce que je pourrais, moi, personnellement, reprocher, j'ai beaucoup de personnes avec qui je discute de la diaspora, et que je pourrais leur reprocher, c'est de donner des idées en étant loin. Parce que c'est toujours bien de dire faites ceci, faites cela. Mais comme je dis, il faut être actif, il faut être sur place. C'est bien de donner des conseils. Mais maintenant, il faut les appliquer, les conseils. Et donc, il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui, malheureusement, apportent, oui, des idées. Mais bon, maintenant, les mettre en pratique, c'est une autre chose. Avant de parler de processus de décolonisation totale, est-ce que l'implication de la diaspora pour des questions de développement, des questions de souveraineté, des questions qui regardent l'État, par exemple, du Cameroun, est-ce qu'ils s'impliquent? Parce que quand on regarde la diaspora, par exemple, camerounaise, on compare avec celle du Ghana, on compare avec celle du Nigeria, il n'y a pas une forte implication. Pourquoi? Parce que malheureusement, chacun... On a une diaspora justement d'origine africaine, mais on a des mœurs à l'européenne. Et les mœurs à l'européenne restent... les mœurs à l'européenne. Ah oui, malheureusement. Chacun pense à soi, d'abord. Voilà, donc c'est d'abord le règne de l'individualisme. Mais bien sûr, malheureusement. Même si aujourd'hui les gens prennent conscience qu'il faut maintenant justement s'unir pour justement... créer vraiment une dynamique dans le changement, mais malheureusement la priorité c'est tout le monde est d'abord individuel. Tout le monde est d'abord individuel. Bien sûr, pense d'abord à lui. Alors, maintenant, si c'est le paradigme de l'individualisme qui est conjugué, comment aller vers le processus de décolonisation? Est-ce que c'est possible d'aller vers ce processus? Bien sûr que c'est possible, c'est difficile, ça va être difficile. Oui. Mais ce n'est pas impossible à faire. Ce n'est pas impossible à faire. Maintenant, le faire, il faut que justement les personnes de la diaspora d'origine africaine s'unissent, comme je dis. Aujourd'hui, il faut vraiment s'unir, avoir un vrai projet, un vrai objectif. Pas dire qu'on veut un changement, parce que le changement, c'est vaste. Le mot changement, c'est vaste. Il faut vraiment, justement, qu'on appelle un chat, comme on dit chez nous, un chat. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans un processus de décolonisation totale de l'Afrique pour que l'Afrique devienne autonome. Autonome, se coupe le cordon ombilical avec ses anciennes colonies. Voilà. Et qu'elle puisse, justement, maintenant se prendre en charge. L'assistanat, il y en a assez. Voilà, il faut que ça s'arrête. L'assistanat, c'est même pas à dire l'assistanat, c'est même plus que l'assistanat. C'est plus que l'assistanat? Oui, c'est plus que l'assistanat. Le Cameroun, c'est plus de l'assistanat. On est complètement écrasé par notre ancienne colonie qu'est la France, et on ne suit que les directives de la métropole. Voilà. On ne peut pas imposer nos propres directives. Voilà. Tout. Et vous pensez que ce mouvement, il parle à l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut imposer nos propres directives? Bien sûr, si on se révolte. Les gilets jaunes, vous avez parlé des gilets jaunes. Oui. Pourquoi il n'y aurait pas des gilets noirs, si on peut dire ça, ou des gilets noirs? Oui, des gilets noirs, des gilets camerounais, voilà, vert ou jaune, qui pourraient eux aussi porter leur voix, dire que nous aussi on en a assez. Voilà, on veut aussi... À ce niveau-là, contre qui?
porter des gilets noirs ou gilets jaunes contre qui en ce moment? Contre le colon? Entre autres. Quelles sont les cibles? Lorsque on parle de décolonisation, on sait que la colonisation, c'est ce vaste mouvement qui a consisté à occuper d'une manière littérale, aux métropoles, à l'Occident, d'occuper d'une manière littérale les continents, les territoires, les colonies africaines, les terres africaines. Mais maintenant, lorsqu'on parle de décolonisation, est-ce que les dirigeants qui sont là sont concernés ou le colon est directement concerné? Quelles sont les cibles? Elles sont multiples, hein. Elles sont multiples, les cibles. Malheureusement, il y a les dirigeants en priorité qui sont donc concernés. Après, maintenant, je pourrais dire les colons. Mais c'est déjà nos dirigeants. Il faut déjà nos dirigeants maintenant aient une fibre patriotique, qui pensent vraiment pour leur pays, et que pour leur pays, comme les pays du Nord le font pour les leurs. Nous aussi, il faut que maintenant, dorénavant, on pense pour notre pays. Et rien que pour notre pays, pour notre nation, pour les citoyens du pays. Est-ce que vous pensez à ce système d'accord qui existe quand un chef d'État, généralement en Afrique, va arriver au pouvoir? Il y a toujours des accords secrets qui y sont. Est-ce que vous pensez que du jour au lendemain, on peut traverser cela, ça peut être mis de côté? C'est une bonne question, c'est tout dit. Mais comment vous répondre? Vous dire que c'est possible. C'est possible. Moi, je me dis que c'est possible. Il faut se C'est-à-dire que les chefs d'État vont abandonner leurs privilèges, parce que vous-même vous dites que là-bas en Occident, la diaspora se comporte déjà de manière individualiste. Oui, mais individualisme, mais parce que elle a des petits mœurs, comme on dit, elle a des habitudes. Mais ça n'empêche pas qu'elle est quand même consciente qu'elle appartient à un pays, et donc qu'elle veut aider ce pays. Il y en a beaucoup qui veulent rentrer, Il y en a beaucoup qui veulent rentrer dans leur pays d'origine, apporter, leur savoir, leurs compétences, voilà, leurs idéaux pour justement faire évoluer leur pays. Donc, je pense que les dirigeants pourront. Il y a des dirigeants qui peuvent accepter de faire main basse sur leurs privilèges. Il y a des dirigeants. Bon, je ne dis pas que je vous envoie dans une présidente de la République au Cameroun. Je ne dis pas que je fais de vous une présidente. Mais je dis quand même, si par extraordinaire, vous êtes à la place du président Paul Biya et que vous devez gérer ces situations parfois discrètes et secrètes, vous allez faire comment? Vous allez vous en passer? Si je pouvais, je le ferais vraiment. Mais je sais que j'aurais beaucoup de bâtons dans les roues, mais je le ferais. J'essaierai du moins de le faire. Maintenant, si, on me laisse le temps, la vie, pour pouvoir justement apporter justement... On laisse toujours le temps, et la vie. Pas tellement, il y en a beaucoup, de gens qui ont essayé de changer tout ça et qui n'ont pas pu, Mais ça dépend des intérêts des autres, des intérêts des colons en ce moment-là. C'est un processus de décolonisation qui engage donc une lutte permanente. Oui. Parce qu'ils défendent aussi leurs intérêts. Mais justement, et donc ils empêcheront tout dirigeant qui voudra changer la donne. On l'a vu, on connaît bien tous ces assassinats politiques, les grands présidents qui ont voulu justement changer la donne et qui n'ont pas pu le faire. Donc, ça sera difficile, mais il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut. On a beaucoup de pays africains. L'Union européenne est là, donc elle existe, donc avec ses avantages et ses inconvénients. On a aussi l'Union africaine qui devrait aussi pouvoir faire autant. Est-ce que l'Union africaine, qui est déjà financée par l'Union européenne, a les coudées franches? Si vous êtes financé par des personnes, vous pouvez parler fort? On voit souvent des servants, ou comme on dit des chiens, quand on donne souvent à des chiens, quand ils font, à chaque fois, à force de maltraiter un chien, il se retourne contre son maître, tôt ou tard. Donc voilà, il s'en va, il part, parce qu'il en a marre d'être maltraité. Donc c'est possible. Alors, processus de décolonisation et implication de la diaspora, quel est le discours que la diaspora doit tenir
d'abord aux dirigeants. Qu'est-ce que la diaspora peut dire aux dirigeants? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux dirigeants pour élargir ces chaînes-là? Qu'est-ce qu'on peut dire aux dirigeants? Est-ce qu'ils vont nous écouter déjà? Ils peuvent écouter. Vous avez dit que quand le chien est torturé de manière exagérée par son maître, il finit par se retourner. Ils peuvent écouter dans la permanence. Quel est le discours que vous apportez à la diaspora pour qu'ils puissent comprendre que c'est nécessaire que de se décoloniser, d'être libre, souverain, indépendant de manière totale, comme les Ruben Oumiobe l'ont revendiqué? On a tellement parlé, justement les Oumiobe, tous ces grands leaders de grands partis ont tellement parlé que nous, la diaspora africaine, d'origine africaine, on continue à parler, peut-être pas de façon audible, mais je pense qu'on devrait dire à nos dirigeants que voilà, nous on veut rentrer. On veut rentrer, oui. On a de l'argent, parce qu'il y a beaucoup la diaspora a quand même des moyens financiers qu'elle aimerait bien mettre en jeu pour son pays. Voilà. Donc la diaspora a des moyens. Donnez-lui les moyens, les dirigeants, donnez les moyens à la diaspora d'avoir envie d'investir, de savoir que voilà, aujourd'hui dans mon pays, je peux investir sans me préoccuper de la corruption, sans me préoccuper de quoi que ce soit, en me disant que derrière, je suis soutenu par un gouvernement qui veut justement nous voir évoluer tous. Donc, je ne sais pas, c'est le mot que je pourrais donner aux dirigeants. Donnez-nous les moyens de venir vous aider, de venir apporter notre aide. Et beaucoup de gens de la diaspora veulent apporter notre aide. Ils veulent. Et est-ce que vous pouvez identifier un peu ce qui fait problème, où sont les obstacles pour qu'ils ne viennent pas de manière massive? La politique aujourd'hui, la politique. Mais la politique du Cameroun, en effet, parce que la corruption, la politique qui fait que... La corruption. Mais la politique qui fait qu'aujourd'hui, la corruption prend trop d'ampleur. Elle prend trop d'ampleur. On ne peut pas faire quoi que ce soit au Cameroun à l'heure actuelle. Moi, je suis là depuis 2017 et j'ai appris, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très impatiente, mais j'ai appris que pour pouvoir avoir un service ici au Cameroun, il faut être patient, il faut attendre. Ce qu'on devrait avoir en 1 heure, on l'a sur plusieurs jours, il faut l'avoir. Ça, c'est pas normal, mais maintenant, voilà, moi je fais avec, mais c'est pas normal, on ne devrait pas. On ne devrait pas se dire que, voilà, c'est comme ça que le Cameroun fonctionne, donc on va fonctionner comme ça. Non. Il y a des services administratifs d'État qui devraient fonctionner de façon vraiment... Diligente, c'est ça? Oui, dirigeante aussi, devrait aider justement à justement toutes ces personnes qui viennent, que ce soit... Même pas, on aide même plus les étrangers que les gens de la diaspora. On aide plus les étrangers. Mais j'ai l'impression qu'on aide plus les gens qui viennent de l'étranger, qui investissent, des étrangers qui investissent, plutôt que les gens de la diaspora. Moi maintenant, c'est quoi? Il y a bien une politique qui fait un barrage à cette diaspora. Et la diaspora demande, enlevez-nous ce barrage et vous verrez ce qu'on pourra apporter au pays. Alors, est-ce que c'est donc pas une question de mentalité dans cette affaire? C'est-à-dire des mentalités qui ne veulent pas évoluer, des mentalités qui se sont assimilées aux colons, qui sont devenus des colons, c'est-à-dire que les Noirs sont devenus les colons. C'est cela? Mentalité, ce serait trop dire. Non, les gens sont contents, ils sont contents de vivre comme ils vivent. En tout cas, ceux qui sont en haut sont contents de vivre comme ils vivent, sans se soucier justement de la petite population qui, elle, souffre. Et qui, malheureusement, n'a pas les moyens, comme les Gilets jaunes, de pouvoir aller dans les rues et revendiquer haut et fort, voilà, son mal-être. Est-ce que pour vous, la décolonisation totale est possible? Oui, elle est possible. Oui, elle est possible. Elle est vraiment possible. Pour moi, personnellement, elle est possible. Elle est possible. Elle se fera, j'espère pas dans le sang, mais elle se fera de façon très, très
très très difficile. Est-ce qu'on peut explorer dans la situation actuelle des cas de figure de manière pratique? C'est vrai, vous êtes né en France, vous êtes camerounaise, vous étiez à la diaspora, vous avez choisi de venir. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui vont suivre. Il y a beaucoup qui vont suivre. Il y a beaucoup qui viendront, qui veulent venir et qui viendront dans peu de temps. Il y a beaucoup de gens qui veulent, de la diaspora, qui veulent venir, qui veulent revenir. Pour ceux qui sont nés ici, voilà, qui veulent revenir. Et quand vous revenez maintenant, vous venez d'évoquer des difficultés là. Ça veut dire, quelle est la force, quel est le pouvoir que vous avez pour pouvoir influer et renverser la vapeur, c'est-à-dire la vapeur de la situation de colonisation. C'est la chance qu'on a d'avoir cette double culture, justement, et européenne et africaine. Oui. Donc, avec ça, j'en joue. Je peux en jouer un peu. C'est malheureux à dire, mais j'ai vu que beaucoup de gens, justement, vu les colons, sont toujours un petit peu complexés quand vous venez d'Europe. Il y a un complexe. Oui, il y a un petit complexe. Alors que, voilà. Donc, qui sait? Peut-être qu'il faudrait en jouer, mais c'est pas ça. C'est pas que je jouerais, mais j'ai constaté qu'il y a un petit complexe. Il y a un petit complexe quand vous venez d'Europe. Les gens se disent toujours que vous êtes au-dessus d'eux. Non, pas du tout. Non, on a une autre manière de voir les choses, c'est tout. Nous, on est dans des pays, on a vécu dans des pays où justement le droit est appliqué, plus ou moins, de façon, voilà, plus ou moins. Le droit est appliqué au niveau des citoyens. Quand vous allez dans un service public, vous êtes agréablement accueilli, vous êtes servi normalement, voilà, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Donc il y a beaucoup de choses qui demandent d'être changées. Et moi, je pense que c'est ce qu'on va apporter, ce qu'on peut apporter, ce changement-là. Et moi, voilà, j'essaye, dans mon entourage proche, j'essaye déjà d'apporter ces petits changements au niveau de... Voilà, parce que c'est vrai que l'éducation africaine est un peu plus stricte que l'éducation européenne, où les enfants sont beaucoup plus ouverts à parler, il y a moins de tabous que chez nous en Afrique, où on ne peut pas parler de tout avec ses parents. Peut-être que c'est là aussi qui est le problème. Alors maintenant, vous parlez d'éducation, vous parlez des deux types de cultures. Les deux types de cultures, est-ce que ces deux types de cultures vont vous permettre d'entrer dans le système? Parce que c'est un système. On parle par exemple du système France-Afrique, où les privilèges du colon ne sont pas parfois à négocier. On ne les négocie pas. Ils restent comme tels. Vous voyez les bases militaires un peu partout. Vous voyez des accords qu'on ne veut pas lâcher, ainsi de suite. Qu'est-ce que la diaspora peut faire par rapport à cet état de choses? La diaspora peut faire s'élever contre ça, justement, c'est des inégalités qu'on vit au jour le jour en Europe. Il y a ce type d'inégalité qui existe en Europe aussi, ben pour ça qu'on a des pauvres, on a des clochards, on a des SDF, voilà. C'est bien qu'il y a des inégalités qui existent en Europe aussi. Ouais. Donc, et pour ça, les gens s'associent, créent des associations, créent des mouvements justement pour effectuer des changements. Pour que ces changements existent, et ben c'est ce qu'on va faire. La diaspora va faire ça. Donc vous pouvez créer un mouvement ici qui dénonce la France, c'est ça? Non, on ne va pas créer un mouvement. La diaspora ne va pas créer un mouvement pour dénoncer la France. On a tellement déjà, voilà, il y a déjà la COPA qui existe. La convergence panafricaine. Mais bien sûr, elle existe déjà. Donc on peut nous... J'ai dit la France, mais ce n'est pas seulement la France, oui, parce que c'est tous ces pays-là. Voilà, tous ces pays, voilà. Mais je veux dire que non, on peut intégrer ce genre de mouvement justement pour aider justement à faire justement que tout change. Est-ce qu'en disant que vous avez le souci de l'implication dans le processus de décolonisation totale de l'Afrique, vous n'avez pas aussi un peu peur de votre propre vie et de vos privilèges, en fait, de ce que vous avez à faire,
C'est-à-dire que si par exemple vous dites des choses qui ne vont pas avec la France, vous aurez peur, c'est ça? Avec la France? C'est-à-dire que dans la manière de... Je prends un exemple simple. Prenez le consulat ou l'ambassade de France au Cameroun. Vous voyez comment les gens s'alignent pour aller chercher le visa. Parfois sous le soleil et sous la pluie. Oui. Alors que les Français ne s'alignent pas comme ça. Comme en France, les gens, quand ils vont chercher leur carte de séjour, s'alignent depuis 5 heures du matin devant les préfectures en France. Voilà. C'est... J'ai pris cet exemple en termes de traitement. On peut prendre plusieurs exemples comme ça. Alors, comment faire tomber ça va du complexe, mais ça va aussi dans ce genre d'action. Comment faire tomber cela? C'est tout simple. Ce qu'on fait à autrui, vous le faites aussi. On dit toujours, ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Et bien justement, moi je pense qu'il faut faire la même chose. Moi, j'ai une petite anecdote. Voilà, quand il y a plusieurs années, j'étais allée justement demander un visa à l'ambassade du Cameroun. Et j'étais avec justement un Français de souche qui ne comprenait pas justement pourquoi on séparait les passeports des Français d'origine camerounaise et les Français de souche d'un côté, voilà. Et pourquoi eux avaient leur visa 90 jours, alors qu'eux n'en avaient que 30 jours. Je lui ai dit, c'est la logique, hein. Allez voir aussi les ambassades qui sont installées dans les pays, les ambassades de France qui sont installées en France, dans les pays d'Afrique, et demandez-leur comment elles fonctionnent aussi avec leurs concitoyens. Et sachez que vous avez même déjà beaucoup de chances de ne pas avoir tous ces paperasses à remplir. Vous avez au moins 30 jours, c'est déjà bien. Et vous pouvez encore prolonger quand vous serez sur place. Il m'a regardé, il s'est tué, il a compris qu'en effet, il était chanceux. Hein. Voilà. Est-ce que c'est une question de chance ou une question de traitement ou d'inégalité? Non, c'est une question de traitement. C'est pas chanceux. Quand je dis chanceux, je veux dire que voilà. Oui. Mais c'est plutôt le traitement. C'est un traitement. Et moi, je dis que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. L'ambassade du Cameroun arrive à faire la séparation. Camerounais, Français d'origine camerounaise, d'un côté, on vous donne les visas sans problème. Vous êtes sûr que ça va comme ça? Ça traîne plutôt pour les Camerounais? Ah non. Non. Ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas. Ah non, vous avez tout de suite votre visa de 90 jours. Voilà, vous venez avec... Mais ces 90 jours, c'est pas trop, ça? On donne 90 jours, tant mieux. On donne 60 jours aux Français de souche ou aux étrangers, ceux qui sont d'autres pays que le Cameroun. Donc le Cameroun a un traitement particulier pour ses concitoyens, ses ressortissants, voilà. Qu'ils soient d'origine ou qu'ils soient nés ou qu'ils soient camerounais, ils ont un traitement, voilà, pour eux. Quels sont les types d'inégalités qui sont les conséquences de la colonisation et qui nécessitent d'être décolonisées? Rien que la monnaie déjà. Ah, la monnaie. Ah ben oui, quand on pense que la monnaie du Cameroun est fabriquée en France, la monnaie et les pièces sont fabriquées en France. Quelque chose qui est incompréhensible, non, moi je comprends pas ça. Je comprends pas ça. On fait travailler une économie. Donc déjà, nous, on n'a même pas notre propre monnaie qu'on peut frapper, qu'on peut fabriquer. Oui, qu'on peut battre, oui. Voilà. Mais on peut ça, au lieu que ça puisse justement, créer de l'économie, créer de l'activité pour notre pays, ça en crée pour le pays colonisateur. Donc il faut bien que... Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que tout ça s'arrête. Donc il y a la question de la monnaie. Oui, il y a la monnaie. Il faut que la monnaie cesse d'être fabriquée... en France. En France. Oui. Il faut qu'on puisse maintenant, dorénavant, prendre, décider des produits qu'on vend, à qui on vend, voilà, tout ce qui est, au prix qu'on veut. Non, il y a beaucoup de choses qui sont... Dans l'exportation des produits, les prix doivent être fixés par qui? Par le pays exportateur. Qui est exportateur. Voilà, ça devrait être ça. On devrait justement maintenant être autonome. Autonome. Et ça, c'est vraiment l'inconvénient qu'on a aujourd'hui, nous au Cameroun, certains pays d'autres pays d'Afrique qui ont aujourd'hui ce problème-là. Qu'aujourd'hui, on est toujours soumis. Donc la fixation des prix,
C'est-à-dire que les pays du Sud, hein, les pays colonisés là, ils doivent sortir de là pour fixer leurs prix. Bien sûr. Et comment ils vont le faire? Puisque les prix se fixent au niveau du marché mondial, au niveau Non, au niveau du marché mondial, non, c'est l'Europe qui fixe les prix. Voilà. Voilà, donc il faut qu'on arrête ces Qui accords. va arrêter? Mais c'est nos dirigeants qui doivent aujourd'hui, comme je dis, Est-ce qu'on va dire de bouche à l'Organisation mondiale du commerce de ne plus fixer les prix? Et puis, tout bonnement, cette organisation va prendre la responsabilité de se départir du privilège de fixer les prix. c'est pas à nous de parler à l'Organisation mondiale, il faut déjà qu'on parle à notre ancien colonisateur. C'est déjà avec lui. Quel faut ancien déjà- colonisateur? Oui, il faut déjà qu'on arrête les accords qui ont été mis. Ah, il faut arrêter les accords. Mais bien sûr, il faut les annuler. À partir de là, maintenant, tout est fait. Hein. Si les accords n'existent plus, on n'a plus besoin d'aller parler à l'Organisation mondiale. Hein. Pourquoi leur dire quoi? On décide à nouveau. Il y a une Union européenne, Union d'Afrique, je veux dire. Il y a L'Union africaine, oui. Voilà, l'Union africaine. Donc, ils peuvent se prendre en charge aujourd'hui. À partir du moment où tous ces pays qui ont intégré cet organisme se mettent ensemble et décident que maintenant les accords que nous avons eus avec les pays du Sud, les pays, nos anciens coloniateurs, n'existent plus, ne sont plus, sont caducs, on n'en veut plus, Qui va dire on n'en veut plus? ces présidents. Les présidents africains? Mais bien sûr. Vous les voyez capables de cela? Il y en a beaucoup qui seraient capables de le faire. Mais il y en a très peu, il y en a beaucoup qui sont capables de le faire et qui le font, mais beaucoup d'autres qui ne suivent pas. Il faut justement que tout le monde soit uni. Comme ça, hein, c'est comme un jury. Hein. Il suffit d'un juré qui dit non pour que un accusé puisse ne pas être condamné à mort. Hein. Il suffit d'un juré hein, qui soit contre. Hein. Eh ben, c'est pareil. C'est pareil. Il faut que tous nos dirigeants parlent d'une seule voix, soient tous unis et disent que maintenant il y en a assez, les accords. Mais ils ne parlent pas tous d'une seule voix. Non, justement. On voit beaucoup de situations et ils ont des sons de cloche. Deux sons de cloche ou plusieurs sons de cloche. Oui, malheureusement. Malheureusement. Et c'est ça le problème. C'est là où est tout le problème. Et maintenant, la diaspora dans tout ça, elle essaye justement Ouais. de s'impliquer personnellement, massivement, de pouvoir s'impliquer. Il y en a beaucoup qui lâchent prise et qui malheureusement reviennent, comme je dis, à leurs anciennes mœurs à l'européenne, donc se disent que bon, je me reprends, je me renferme sur moi-même et je m'occupe de moi puisque vous ne voulez pas que je vous aide, donc je m'occupe de moi-même. Donc, mais moi, je n'ai pas cette mentalité-là, je vais... On a aussi un autre risque avec cette diaspora de conjuguer le principe de la double nationalité. Qu'est-ce que vous dites avec la double nationalité? Avec la double nationalité, on peut aller vers la décolonisation? On me parlait de double nationalité, moi on m'a dit que ça n'existait pas. Moi j'ai pas de double nationalité, hein. J'ai une Mais carte il y a de quand même séjour. un combat. Il y a un combat. Il y a double nationalité. Ah oui, Je vous pose la question à vous, actrice hein, de la décolonisation totale. Est-ce que le principe de double nationalité peut favoriser cette décolonisation? Puis en même temps, vous êtes Camerounais, vous êtes Français. Donc vous devez défendre les droits, enfin, privilèges de la colonisation. Mais en tant que Camerounais, vous voulez la décolonisation. Est-ce que c'est possible? bien sûr que c'est possible. Moi, Vous voulez la colonisation et vous voulez la décolonisation? je veux la décolonisation, tout simplement, parce que je suis quand même... Comme Vous n'êtes pas donc pour la double nationalité? Moi, non, je suis pour la double nationalité. Je suis pour la double nationalité. Parce que de toutes les façons, moi, je ne renie pas d'où je viens. Hein. Voilà, hein, je suis française. Vous êtes voilà, française. de naissance, Vous voilà. êtes... Voilà. Et non, je suis originaire du Cameroun. Oui. Et j'aime aussi. Donc, je ne sais pas que si je vois que quelque chose ne va pas, que je le dise. C'est la logique même. En réalité, que ce soit français, que ce soit italien, autres, tous sont encore dans le registre de ce qu'on appelle communément la France-Afrique, c'est-à-dire maintenir les chaînes, par exemple, de la colonisation. Comment allez-vous conjuguer le verbe d'être en même temps française, camerounaise et aller vers la décolonisation? Est-ce que vous n'allez pas aller contre les intérêts français?
Non, pas des intérêts. C'est pas les intérêts. Comme on dit, quand on dit les intérêts français, c'est justement pour le gouvernement français. C'est pas les intérêts des citoyens français. Sinon, on n'aurait pas légitime. Donc, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Parce que pour moi, c'est pas des intérêts pour les citoyens français. C'est toujours en haut. Ça se joue. Donc, pour moi, je suis pour la colonisation parce que c'est au niveau des citoyens. Ça touche tous les citoyens. Donc, moi, de ce côté-là, je ne vois pas en quoi ça pourrait me déranger. Non, ça ne me dérange pas. Parce que moi, aujourd'hui, la France-Afrique, c'est toujours les dirigeants qui en profitent. Hein. Ce ne sont pas les petits gens, comme je dis, hein, qui en profitent. Hein. Jamais. Hein. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, aujourd'hui, dans les Gilets jaunes, disent que ont pris conscience que l'argent vient beaucoup des pays du Sud, hein. L'argent vient beaucoup, oui, bien sûr, et qui se disent que bientôt, quand l'Afrique se lèvera, parce qu'ils en prennent conscience, quand l'Afrique se lèvera et qu'elle dira non, eh ben, eux souffriront encore beaucoup plus. Ben oui, ce sont des pays industrialisés. Et le non, là, c'est la décolonisation totale. Voilà, le non, c'est ça. Le non, voilà, c'est ça, la décolonisation totale. Donc, ils perçoivent déjà les conséquences de ce non. Mais bien sûr, ils le perçoivent. Ils sont bien conscients que la France, en l'occurrence, est un pays industrialisé. Bon, on dit qu'on a des agriculteurs, mais bon, tout vient, quand on voit la métropole, je veux dire les pays d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, quand ils ont voulu aussi prendre leur indépendance, la France a tout de suite mis, voilà, hein, elle a tout de suite essayé de casser cet élan. Hein. Donc, pourquoi ? Parce que justement, sans ces petits territoires d'outre-mer, la France n'est rien. Donc, sans ces territoires d'outre-mer, la France n'est rien. Mais bien sûr. C'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi qui le dis. Même les Antillais vous le diront aussi. Même les Antillais vous le diront. Même certains Français le diront. Alors, ça veut dire que quelque part, même là-bas, il faut décoloniser, c'est ça ? Mais c'est déjà des territoires français là-bas. Ah non, eux, ils pourront même pas. Je ne sais pas s'ils pourront se décoloniser. Ce sont des territoires français. Nous, on est censé être des pays indépendants. Ouais. Donc, d'où l'importance justement de se dire aujourd'hui qu'il faut vraiment arrêter tout ça. Tous ces accords qu'on a depuis 50 ans qui font que nous sommes aliénés, parce qu'on est aliénés justement à ces pays, ben, il faut que ça s'arrête. Voilà. Maintenant, les territoires d'outre-mer, c'est une autre histoire. Alors, vous parlez aussi, vous avez à vous adresser aux jeunes qui nous écoutent maintenant là. Parce que les jeunes ont besoin d'emploi, ils ont besoin de travail, ils ont besoin d'opportunités, ils ont besoin de ceci. Et quand ils ne voient pas ça et que vous chantez la décolonisation, ils vont vous écouter. Oui, il faut qu'ils écoutent. Que rien n'est impossible. C'est dur. Ça, je l'admets. On est dans une ère qui est assez compliquée. Mais je dis qu'aujourd'hui, il faut que ces jeunes, et de toute façon, ils se battent. Je les vois, hein, je les observe, tous ces jeunes Camerounais, très intelligents, voilà, qui ont beaucoup d'avenir. Non, ils vont se battre et je pense ils doivent se dire que non, il y a beaucoup de choses à changer et qu'ils vont les changer. Ça ne viendra que d'eux-mêmes. Donc, partir en Europe, ça ne sert à rien. Ah, c'est vrai ça pour vous ? Pas pour moi, même pour eux. Qu'ils sachent qu'on leur dise la vérité, que les gens leur disent la vérité. Que la diaspora leur dise la vérité. Oui, même, je pense que certains membres de leur famille qui sont proches, qui font partie de la diaspora, doivent leur dire. Aujourd'hui, beaucoup de gens de la diaspora d'origine africaine disent la vérité. En tout cas, l'ancienne, ceux qui sont là depuis 30, 40 ans là-bas, ne peuvent pas dire aux jeunes aujourd'hui, venez, prenez les bateaux, traversez l'Atlantique et venez vous chercher en Europe. C'est pas possible. Pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Ah oui, c'est un continent qui a beaucoup d'avenir. C'est un continent qui est riche en ressources naturelles, donc inépuisables, et qui ont été encore inexploitées. Donc, on a beaucoup de choses à faire en Afrique. Mais qui sont sous la chape de plomb des accords que vous avez dit là. Et qui doivent être justement annulés. Et qui le seront. Qui le seront justement
grâce aux mouvements comme la COPA, grâce à d'autres mouvements, grâce aux politiciens qui aujourd'hui oseront te dire que bon, maintenant c'est fini. Je ne veux plus être aliéné, je ne veux plus dépendre de qui que ce soit. Est-ce que l'éducation, l'école, ou le mode de système, c'est-à-dire, vous avez parlé de deux cultures, je reviens sur ce volet, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place un mode d'éducation qui soit un facteur ou un déclencheur dans les consciences et dans les esprits de ce processus de décolonisation? Qu'est-ce que la diaspora peut proposer à ce niveau-là? Je pense que si, il faut changer le mode d'éducation. Comme je le disais, en Afrique, l'éducation est un peu stricte, tabou, il y a beaucoup de tabous avec les parents. Donc je pense qu'il y a un mode d'éducation qu'il faut changer. Quand je vois les jeunes qui ne sourient pas, voilà, ils font... je me dis qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il faut qu'on leur apprenne les valeurs du travail, parce que ça aussi... les valeurs du travail. Ah oui, que quand on travaille, on va gagner par rapport. On travaille dur, on reçoit justement les fruits de son travail. Mais si on ne travaille pas, on n'a rien, c'est tout à fait normal. Et ça, c'est une mentalité qu'au Cameroun, j'ai remarqué, qui est un peu encore difficile à mettre. Quelle mentalité? Les gens ne veulent pas travailler. Ils veulent être payés sans avoir travaillé. Les gens ne veulent pas travailler. Ah mais oui, je pense. Il y a beaucoup de gens, vous leur donnez l'argent. Donc, dès que vous avez quelque chose, ils vous disent qu'ils sont prêts à le faire. Vous les payez. Ce que moi, je ne fais pas. Hein. En Europe, on ne fait pas ça. On paye après à être servi. Mais au Cameroun, on paye avant d'être servi. Donc, quand on a déjà payé la personne, elle ne travaille plus parce qu'elle a déjà l'argent. Donc, voilà. Ou sinon, ou si elle n'a pas l'argent, elle vous dira que je peux faire quoi, j'avais rien. Non, je suis désolée. Donc ça, c'est une éducation qu'il faut mettre en place pour ces jeunes. Une éducation, la valeur du travail. La valeur du travail bien fait, qui leur donnera vraiment accès à tout. Voilà. Alors, vous avez parlé de la corruption. Corruption, au Cameroun, ça se chiffre à des milliards et des milliards, quelquefois. Bon, il y a eu ces derniers temps des arrestations, vous êtes quand même au courant? Oui, bien sûr. Et quelle est la lecture de la diaspora? Comment éradiquer ce genre de phénomène qui participe d'une manière ou d'une autre à tenir sous les chapes de plomb le pays ou le continent? Trop de prévarication. Et l'argent va toujours vers des paradis fiscaux qui se trouvent là où vous connaissez. Mais justement, ça c'est encore des contrôles qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer et malheureusement, j'ai entendu parler du programme épervier, mais pour moi le programme épervier c'est de la poudre aux yeux. C'est la poudre aux yeux? Oui, bien sûr que c'est de la poudre aux yeux. Mais on arrête quand même des gros bonnets là. On les arrête, mais qu'est-ce qu'on fait de leurs biens? Quand on les arrête, quand ils ressortent après avoir soi-disant purgé leur peine, payé leur peine à l'État, ils repartent et ils sont pauvres. Ils ont encore de l'argent, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais moi, je dis qu'il faudrait... moi, j'avais dit qu'il faut geler, mais comme beaucoup m'ont dit que la plupart, justement, sont partis dans les paradis fiscaux. Ouais. Eh ben, je pense qu'il faut vraiment... Dans les paradis fiscaux des États colons. Oui, des États colons, justement. Donc là... maintenant, pour les enrichir et maintenir encore la pauvreté de ce côté. C'est bien pour ça que notre pays, le gouvernement, le gouvernement doit changer sa politique vis-à-vis de tous ces gens-là. Il faut vraiment faire un balayage complet et vraiment de façon dure, la plus dure possible. Moi, comme je dis, le programme épervier ne fonctionne pas. Il ne fonctionnera jamais dans l'état actuel des choses. Arrêter quelqu'un pour après le laisser sortir avec tous ses biens. Pendant ce temps-là, ses entreprises fonctionnent, il a sa maison, il a tout le monde, les enfants vivent. La plupart sont en Europe en plus de ça. Je dis que non. Le programme épervier n'est pas un programme. Pas un programme pour éradiquer la corruption. Dans l'implication de la diaspora pour cette décolonisation totale, le programme épervier, c'est quelque chose qu'il ne faut pas maintenir.
ou qu'il faut changer? Il faut changer. Il faut vraiment changer. Parce que maintenir, il faut, de toute façon, parce qu'il faut qu'on arrête la corruption. Il faut qu'on trouve une manière d'arrêter ces personnes, les gens qui détournent les fonds publics à des fins personnelles. Il faut qu'on les arrête d'une manière ou d'une autre. On les arrête déjà et vous dites qu'il faut prendre les biens, c'est ça? Mais je dis qu'il faut les prendre, mais malheureusement, je le dis, mais on ne peut pas le faire, puisque les biens sont déjà partis à l'étranger. Ceux qui sont là ne représentent, je pense qu'ils ne représentent même pas le tiers de ce qu'ils ont détourné, même pas. Voilà, donc... mais donc c'est pour ça que je dis que le gouvernement doit changer ses politiques et doit être plus dur au niveau des accords qu'il a. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les accords. Hein. Ah, c'est les accords qui font problème. Mais bien sûr, ce sont les accords qui créent des problèmes. Si les accords coloniaux. Oui, les accords coloniaux. Si les pays d'Afrique changeaient leurs accords sur certaines choses en matière de donc en définitive, il faut changer les accords. Ah, bien sûr qu'il faut les changer. Pour certains, les annuler. Pour certains autres, les annuler totalement. Voilà. Alors, on est pratiquement à la fin de cette émission et vous relevez, on va peut-être revenir au cours d'une prochaine émission sur les différents accords, parce qu'il y en a des accords de défense, des accords miniers, des accords... on a même l'accord de partenariat économique qui prévoit la libre circulation, levée des barrières tarifaires et douanières, qui a cours. Tous ces accords-là, vous dites qu'il faut les briser. Il faut les relire, les réétudier et les appliquer pour qu'ils soient applicables pour le Cameroun, pour le pays qui est concerné, mais pas pour, comme on dit, pour les pays qui, eux, à chaque fois, sortent leur épine du jeu. Non, pour les pays du Nord, non, c'est fini ça. Il faut que ça soit profitable au pays qui est concerné. Merci Madame Tep Emilienne d'être venue. Vous êtes sympathisante de la COPA, c'est la convergence panafricaine. C'est une autre émission avec cette convergence. On vous aura peut-être une autre fois. Vous êtes installé au Cameroun. Ça vous va bien le Cameroun, vous aimez le Cameroun. Vous dites que la référence ce n'est plus l'étranger, c'est ça? Non, du tout. Comme si on me dit à chaque fois, on me dit toujours que la Parigo. Non, je dis toujours que je ne suis pas Parigo. Je suis camerounaise, maintenant je suis installée au Cameroun. Plus à dire... alors que beaucoup de femmes pensent à se mirer à l'étranger, avec les séries, les films et tout ça. Les modèles sont étrangers. Vous vous dites que le modèle doit être local, c'est ça? Voilà, exactement, local. Et vous pensez à vous investir dans cette localité-là, dans ce mode local-là? J'aimerais. Si la chance m'est permise, je le ferai. Merci une fois de plus d'être venu, d'avoir choisi cette délocalisation de la France vers le Cameroun. Peut-être c'est un exemple qui peut faire tache d'huile auprès de certaines personnes aussi de la diaspora, ou à l'inverse, ceux qui veulent partir du Cameroun pour là-bas et puissent trouver qu'il n'y a plus grand-chose là-bas. C'est vous qui le dites, mais j'ai l'impression que beaucoup risquent de ne pas croire. Merci d'être venu. Madame, monsieur, c'est terminé à 19h. C'est le journal en full day à 19h15. C'est en pidgin à 20h. En anglais, Diallo Bouba sera avec vous. 21h, Hervé Bokouri, ce sera en français. Madame, monsieur, bonsoir. Et à demain pour une autre édition de Le Monde ce jour.